je vous retrouve. C'est une joie pour moi et un bonheur d'apparaître devant cette caméra et de parler d'un sujet brûlant, passionnant parfois. Et je dis souvent cette phrase: Claude François a-t-il mieux réussi sa mort que sa vie? Bienvenue dans cette série d'émissions où, peu à peu, c'est vrai, cette histoire se décante comme le bon vin et nous allons progressivement savoir toute la vérité. Cette vérité est importante, elle était d'abord entre les mains de Valéry Giscard d'Estaing, président des Français, et c'est lui qui, peu à peu, a révélé, donc pour le groupe France Dimanche, un journal très important qui suivait de près la mort de Claude François, puisque son cercueil avait été volé, c'est pas rien. Ils ont cherché son corps, il y a eu une rançon, il y a eu des ravisseurs, il y a eu un kidnapping dans un cimetière, imaginez quand même l'histoire infernale. Claude est resté 10 jours dans sa tombe. 10 jours après, le cercueil était déjà kidnappé au cimetière. Suivez les autres émissions où on publie la première page de France Dimanche. Et les observations importantes du président de la République. Cette émission est dédicacée à l'équipe de YouTube qui gère la France et les États-Unis. Je voudrais vous remercier parce que vous avez beaucoup popularisé cette chaîne et vous nous aidez et nous n'avons aucune aide hormis la vôtre. Et je salue évidemment mon coco, Claude François Junior, un gros bisou. Cet après-midi, je suis apparu dans ma salle de cinéma. Petit problème, j'étais filmé en anamorphique pour que toute la pièce puisse être filmée. Donc tout le monde connaît l'anamorphique, ça permet de filmer des pièces entières. Mais comme j'étais un peu bas par rapport à la caméra, ça a déformé mon corps et j'avais un corps très allongé, des bras très gros et une toute petite tête. Bon, je pense que les gens qui auront vu ce film où j'étais dans ma salle de cinéma auront compris que le film était tourné en anamorphique. Parce que je vous rassure, mes bras sont tout à fait normaux. Mais bon, c'est amusant, ce qui prouve que quand on se filme, eh bien, on ne doit pas utiliser n'importe quelle caméra. Et vous voyez, c'est pour ça que il y a plein de caméras. Il y a des caméras anamorphiques, des caméras HD, des caméras 3D, des caméras standards. Choisissez une caméra qui vous restitue correctement et évitez les déformations liées à l'anamorphique ou aux écrans étirés ou en largeur, etc. Faites attention parce que après vous devez être au centre de la caméra si vous voulez ne pas être déformé. Alors cet après-midi, j'étais dans ma salle de cinéma et j'ai passé un petit coucou au site YouTube, à tous ceux qui nous regardent. Et je vous ai prévenu de cette émission que vous regardez maintenant. C'est une émission très importante. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 minutes d'inédite de Valéry Giscard d'Estaing. Et ces 6 minutes, c'est pas n'importe quoi, c'est la conclusion de l'enquête. Alors, pour les gens qui ont raté les autres épisodes, on va pas faire de résumé, ça serait trop long. Simplement, on va essayer, je vais essayer, ça serait mieux, puisque je suis tout seul ici, de vous expliquer les choses clairement et de temps en temps peut-être faire quelques phrases de récapitulatif pour ceux qui ont raté les autres épisodes. Donc cet épisode peut être vu indépendamment des autres. Alors nous commençons. Bon, je salue tout le monde, les Claudettes, Nati Clo-Clo, Nati Voyage, ces deux chaînes, tous ceux qui nous aiment et qui nous suivent, les amis de Claude François et tant d'autres personnes. Je salue les stars, il y en a beaucoup. Cindy Daniel, très très belle chanteuse canadienne, Sophie Marceau, Alessandra Martinez. Et puis, il y a tellement d'autres personnes qui nous suivent et que je suis aussi et je regarde vos vidéos. Alors maintenant, les courbettes sont terminées, même si c'est important d'en faire dans la vie avec respect pour les gens parce qu'on ne doit pas les oublier. C'est le moment maintenant de parler quand même dans cette émission de cet épisode, que va-t-il se passer? Et ça va être long, ça va être court, alors ça va être moyennement long, et ça ne sera pas moyennement court, ça c'est sûr, vous allez devoir faire avec. Dans cet épisode, 6 minutes d'inédit diffusées à la fin de l'épisode de Valéry Giscard d'Estaing. Alors c'est inutile de faire une avance, c'est-à-dire une avance vidéo sur YouTube, ne faites pas ça, parce que c'est quand même préférable que je vous parle, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire qui vont éclaircir ce que Valéry Giscard d'Estaing va vous dire. Donc dans cet épisode, 6 minutes d'inédit de la conclusion de l'enquête de Valéry, mais il y aura encore d'autres
d'autres documents historiques sur Valéry et la mort de Claude-François, puisqu'on n'a pas tout diffusé. Mais là, c'est important, c'est la conclusion de son enquête, 6 minutes où il parle devant France Dimanche, et il explique que la mort de Claude-François, il n'y a pas grand-chose de clair, et c'est ce qui l'inquiète au fond. Bienvenue, ça va être une bonne émission, puisqu'on va avoir donc les confidences de Valéry Giscard d'Estaing, président des Français en 1978 jusqu'en 1981, détrôné provisoirement par François Mitterrand, puisque peu de temps après il y a eu une cohabitation, donc la droite était de retour. Les Français déjà regrettaient la droite, peut-être parce que la gauche n'avait pas tenu toutes ses promesses, mais bon, quoi qu'il en soit, droite-gauche, c'est le même parti de France, quoi qu'on en dise. C'est simplement la direction qui est différente. Bienvenue dans cette émission, je vous salue tous, qui que vous soyez, politiciens ou alors, pourquoi pas, juristes. Cette émission est dédicacée aux juristes, pourquoi pas policiers. Les policiers aiment bien les enquêtes. Alors vous n'allez pas être déçus si vous êtes policier parce que vous allez entendre l'ancien président de la République dévoiler les secrets de son enquête et c'est pas rien. Et je vous le dis, c'est la seule émission, c'est notre seule émission qui divulgue ce contenu historique Jean Wetzel, donc très important, France Dimanche. Donc surtout, c'est un truc vraiment à collectionner. Si vous voulez collectionner quelque chose, collectionnez ce document. Et je commence déjà à transpirer, hein. Il fait chaud en ce mois d'août. Bon, écoutez, maintenant c'est le moment quand même de commencer cette émission. Et je vous explique, dans une trame bien expliquée en détail, je vous oriente dans cette trame, je suis obligé, sinon ce document historique aura peut-être moins de sens si j'explique pas quelques petites choses. 11 mars 1978, Claude-François Junior et Jean-Marc, les deux enfants de Claude-François, à qui je dédie aussi cette émission et que j'aime infiniment, vont apprendre, pas immédiatement, mais la mort de leur papa. Maintenant, ils sont plus que informés qu'il serait mort. Selon certains témoins, il est mort. C'est le docteur Elbaz qui explique qu'en arrivant sur place, les jambes étaient raidies de Claude-François. Il était mort, il dira, il était bien mort. Ça veut dire qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Le pompier qui a massé le cœur de Claude-François, au départ dans sa chambre, et puis quand est arrivé les secours, ils ont demandé d'arrêter son massage et de transférer le corps dans le salon parce que sa chambre était très petite, il manquait beaucoup d'oxygène et les pompiers n'étaient pas rassurés, il n'y avait pas de place, on ne pouvait pas poser le matériel médical, le lit gênait, tout gênait. Certains pompiers sont entrés dans la salle de bain puis sont revenus vers Claude qui était allongé, c'est vrai, sur elle dira Marie-Thérèse sur le tapis, bien qu'il n'y avait pas de tapis, on parlera plutôt donc d'une moquette, une moquette de sa chambre, puisqu'on n'a pas vu de tapis sur la photo, on doit conclure qu'il s'agit donc d'une moquette. Peu importe, les pompiers donc sont là, autour de ce pompier, qui était un jeune réserviste assez jeune, hein, à peine majeur, il avait même, on dit que 17 ans, vous imaginez, et d'autres versions, ils diront 19 ans, mais nous pensons que les versions où il avait 19 ans sont des versions peut-être un peu arrangées, pour cacher qu'il était un peu mineur, mais bon, 19 ou 17, peu importe, c'était un pompier très jeune qui manquait, c'est vrai, un peu d'expérience et qui se retrouve en plus pas de chance avec un électrocardiogramme qui marche pas. Il expliquera que ce jour-là, quand il arrive, son électro ne marchait pas. Et quand Marie-Thérèse donc explique aux pompiers qu'il s'agit de Claude-François, ils appellent des renforts. Les renforts vont être un petit peu longs à venir. Il a donc le temps d'effectuer un massage cardiaque. Et finalement, les renforts arrivent. Ce qu'on ne sait pas et ce qui doit être dit aujourd'hui, c'est que quand les renforts sont arrivés, avec eux est arrivé un médecin légiste. Ce n'est pas lui qui a déclaré mort Claude-François. Curieusement, c'était le pompier qui venait déjà de le déclarer mort quand ils sont arrivés. Pour lui, Claude-François était mort. Donc le médecin légiste, qui n'avait pas signé le certificat de décès et qui n'avait pas donné l'autorisation de décès, qui est obligatoire par la loi, explique aux pompiers qu'on va transférer le corps de Claude de la chambre jusqu'au salon pour tenter encore une réanimation, la dernière. Il y a donc eu une troisième réanimation qui a été faite par le bloc de secours des secouristes de Paris. Ainsi, l'histoire qu'on vous a racontée dans la presse n'est pas tout à fait exacte. Et même la version de Fabien Lecoeuvre dans l'agenda n'est pas tout à fait exacte. En réalité, il y a eu beaucoup de massages cardiaques. Résumons tout en détail.
Claude s'effondre dans sa salle de bain, selon la version de Kathleen, électrocuté. Selon la version d'une autre fille qui téléphone à sa sœur, non, il ne s'est pas électrocuté, elle téléphone une demi-heure avant Kathleen, il s'est effondré, la tête sur le rebord de la salle de bain ou à l'arrière, c'est difficile à dire. Il a saigné, il a perdu du sang, on doit le dire, et il a une bosse sur la tête, évidemment, puisqu'il a perdu du sang. Ça, c'est la première version. Cette version disparaît de l'histoire, elle n'apparaît même pas dans la presse, c'est simplement dans la bouche de la sœur de Claude-François qu'apparaît cette version, où elle explique qu'au téléphone, recevoir un tel appel, c'est vrai, entre 20 et 30 minutes avant sa mort, l'a beaucoup choqué. C'est-à-dire la mort officielle, on vous parle, bien sûr. Et à ce moment-là, un pompier arrive, etc. Il fait un massage cardiaque, c'est vrai. Mais ce que le pompier ne sait pas, c'est que Kathleen a fait elle-même un premier massage cardiaque pendant que Marie-Thérèse a appelé les secours. Parce qu'à un moment donné, c'est Marie-Thérèse qui va appeler les secours. Elle appelle deux médecins qui refusent de se déplacer. Le médecin de Marie-Thérèse refuse et le docteur Elbaz, qui est au téléphone, refuse aussi de se déplacer. Il viendra plus tard quand il aura le temps. Et en fait, il est arrivé après la mort de Claude-François. Peut-être pouvait-il s'en vouloir. Il déclarera cette phrase étrange, et on doit la déclarer puisqu'elle va avec le contenu de Valéry Giscard d'Estaing. Il dira « J'arrivais à chaque fois à temps pour sauver Claude-François dans son appartement, mais cette fois-ci je suis arrivé trop tard, il est mort. » Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, Claude-François s'électrocutait pas tous les jours dans son bain, donc il est mort de quelque chose d'autre. Et cette phrase en dit très long sur sa mort et explique aussi pourquoi le docteur Elbaz a refusé de se déplacer, parce qu'il s'agissait en effet d'une demande du chanteur qu'un médecin se déplace pour lui donner des médicaments, peut-être même plutôt de la drogue, si vous voyez ce que je veux dire. En tous les cas, c'est M. Lafont qui va révéler que Claude avait 3000 sortes de médicaments différents dans sa salle de bain dans une grande armoire. Et on sait que ce n'était pas 3000 sortes de bonbons, mais des vrais médicaments. On a retrouvé des médicaments de plein de pays différents. Et son réseau pharmaceutique, c'était Sylvie Mathurin, qui a monté tout un réseau sans ordonnance, on doit le dire. Et son réseau était plutôt dangereux en réalité parce qu'elle n'avait pas d'ordonnance et qu'elle a peut-être à un moment donné exposé la vie du chanteur sur des drogues qu'il ne devait pas prendre et dont les médecins ne voulaient plus qu'il en prenne. Soyons clairs, si ce réseau clandestin a été monté par Sylvie Mathurin à la demande de Claude-François, c'est qu'à un moment donné, les médecins de Claude ne voulaient plus l'assister au niveau des médicaments. C'est bon Claude, il y a trop de médicaments, vous avez 3000 sortes de médicaments, on va peut-être s'arrêter là, nous, on vous donne plus d'ordonnance. Et c'est le problème, plus aucun médecin voulait fournir d'ordonnance, c'était terminé. Même un médecin se plaindra qu'il avait peur d'être rayé de l'ordre des médecins de tous ces médicaments. N'oublions pas que avoir possédé 3000 sortes de médicaments chez soi, personne en France n'a 3000 sortes de médicaments chez lui. Personne, ça n'existe pas. Vous imaginez quel est le médecin qui peut vous fournir 3000 sortes de médicaments différents. Imaginez l'ordonnance qu'il y a derrière cette histoire. Je répète, imaginez l'ordonnance médicale qui existe derrière cette histoire. Imaginez 3000 sortes de médicaments. Eh bien, ces médicaments, la plupart, pour presque tous, sont sur ordonnance. Les seuls qui ne le sont pas, c'est quelques médicaments, quelques bonbons pour la toux. Mais là, on vous parle de médicaments, de boîtes de médicaments. D'ailleurs, il n'y a que Lafont qui travaillait avec Claude-François qui a révélé la vérité sur les prises de drogue, parce que personne n'a voulu parler de ça. Il y a eu un livre qui en a parlé, qui a été publié environ 10 ans après la mort de Claude, qui n'impliquait pas Claude dans une overdose de drogue, mais qui ouvrait quand même le débat là-dessus, discrètement. Le jour de la mort de Claude-François, donc, ce pompier ignore que Kathleen a fait un premier massage cardiaque. Il va effectuer un deuxième massage, puis un troisième et effectue lui-même le certificat de décès. Il a expliqué ça dans diverses interviews à travers l'histoire de pratiquement un demi-siècle aujourd'hui. Mais ce que vous ne savez pas, c'est alors que Claude était mort et que plus aucune fonction ni cérébrale ni cardiaque semblait vivre, plus de respiration, pas de signes de vie, pas de signes qu'il pourrait être encore en vie quelque part, même profondément enfoui dans la vie.
Arrive alors un second groupe d'intervention, excusez-moi, c'est un peu... Oula, c'est dur à dire, un second groupe d'intervention. Pas facile à prononcer tout ça. Eh bien, ce groupe arrive avec un médecin légiste. Le médecin légiste constate qu'un certificat de décès a eu lieu sans sa validation, puisque la validation par la loi se fait par le médecin légiste. Bon, bref, de toute façon, il y avait eu en tout 3 massages cardiaques. On pouvait dire qu'il était mort de toute façon. Même si le pompier explique à un moment donné qu'il arrête le massage cardiaque à 20 minutes. La loi, c'est 30 minutes et il ne peut pas faire le certificat de décès sans la sermentation particulière qu'il n'avait pas. Il devait être minimum un médecin légiste ou avoir une assermentation qui l'autorise à faire ce certificat. Il y a toute une polémique là-dessus, suivez les autres épisodes. Mais ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est le médecin légiste qui arrive sur place. Donc il donne l'ordre au deuxième groupe de pompiers de transférer le corps de Claude de sa chambre jusque dans son salon, d'ouvrir la baie vitrée du salon pour qu'il puisse respirer et avoir un peu plus d'oxygène, et nous allons recommencer un nouveau massage cardiaque. Donc les pompiers établissent encore un autre massage cardiaque, cette fois-ci c'est le 4e en réalité, puisqu'on doit compter celui de Kathleen, et pendant quelques minutes, ils vont effectuer ce 4e massage cardiaque dont le pompier principal n'a jamais su le résultat, puisque lui, à un moment donné, va rester puis va partir. Donc il n'a pas eu le résultat complet. Mais dans le résultat complet, à un moment donné, le groupe s'arrête et explique au médecin légiste, qu'il ne réagit pas, Claude François est mort. Voilà ce que dit verbalement au médecin légiste le pompier, le secouriste du SAMU. Non, il ne réagit pas, voilà, il est mort, il nous a lâchés. Et le médecin légiste, qui évidemment n'a pas envie de se décourager trop vite, tant pis si Claude François devient infirme ou reste dans un fauteuil roulant tout le reste de ses jours, car évidemment le ramener à la vie est peut-être possible, dans quel état cérébral on ne le sait pas, et même si on parvenait à tout cela, pourrait-il remarcher un jour? Pourrait-il refaire du jogging? Peut-être serait-il condamné à une chaise roulante, c'est le danger. Mais le médecin légiste pense que de toute façon, s'il est condamné à une chaise roulante, bien c'est malheureusement ce qui arrive à beaucoup de gens dont on arrive à les sortir miraculeusement d'accidents terrifiants. Bon, il doit prendre une décision, on va peut-être sauver Claude François, mais il sera infirme toute sa vie, on ne sait même pas s'il reparlera un jour, puisqu'on sait que le premier pompier avait expliqué qu'il avait entamé un dialogue, puisque Claude a été réanimé 1 minute 30, et que Claude n'arrivait pas à s'exprimer, tout partait dans tous les sens, un charabia incompréhensible, qui laissait penser plutôt à un problème cérébral, c'est-à-dire qu'il avait perdu tous ses moyens cérébraux, et que c'était de toute façon terminé. Il aurait passé sa vie en fauteuil roulant. Le médecin légiste a une conclusion, lui, de 3 arrêts cardiaques et pas de 4, puisqu'il n'est pas au courant de l'histoire de Kathleen, qu'elle a fait un massage. Donc pour lui, il n'y en a que 3. Donc on commence donc à prendre une décision. Que doit-il faire? Quelle décision doit-il prendre? Contrairement à ce qu'on pense, le certificat de décès était déjà signé. C'est un détail qu'on ignore. Le certificat de décès était déjà signé, terminé, conclu, quand on continuait de tenter de le réanimer alors qu'il était mort et que le certificat de décès était fait. C'est inhabituel quand un certificat de décès est déjà rempli, qu'on continue de réanimer quelqu'un. Oui, on y a cru, c'est vrai. C'est ce que dira le médecin légiste à l'époque, on y a cru. À ce moment-là, il ordonne de redescendre en urgence à l'ambulance et de ramener donc un électrochoc. Alors c'est pas un électrochoc comme on pourrait faire dans ces maisons où on fait du mal aux fous, puisque l'électrochoc aujourd'hui est interdit, on n'a plus le droit de faire ça aux fous, mais c'est, si vous voulez, un défibrillateur, qu'on confond souvent avec l'électrochoc, qui n'est pas du tout pareil. Le défibrillateur donc est remonté, c'était les premiers de l'époque, ça existait déjà aux États-Unis. Le médecin légiste demande que les pressions soient posées sur le corps et qu'on commence donc tenter de remettre le cœur en route, c'est la dernière chance, une défibrillation du cœur, un fibrillateur, tout ça c'est important, c'est médical, et chaque médecin sait la difficulté quand une personne a un arrêt assez long, de ramener la personne à la vie, c'est très très compliqué, c'est plus difficile quand c'est un jeune de 20 ans.
Si le cœur d'un jeune de 20 ans s'arrête, on ne peut pas la ramener à la vie. Si c'est un homme qui a 38 ans, c'est possible. D'ailleurs, c'est ce que dit le médecin légiste. Il expliquera autour de lui que Claude a l'avantage d'être entre deux âges. Il n'a pas 20 ans, il a un peu plus de 38 ans, donc 39, mais bon, on a analysé qu'il avait 38 ans, on dira qu'il avait 38 ans, mais il en avait 39, du moins officiellement et peut-être même plus, mais pour le médecin, c'est bon pour lui. Il est entre deux âges, c'est l'idéal pour ramener quelqu'un qui serait comme ça en inertie complète dont le cœur ne répond plus. On sait que le cœur a plus de facilité à repartir quand c'est une personne un peu plus âgée. Et puis le docteur Elbaz avait communiqué un bulletin de santé 15 jours avant la mort de Claude, qui était un bulletin de santé très favorable. Il expliquait que Claude avait un cœur d'un jeune homme de 20 ans seulement. Ce qui était plutôt positif et favorable. Avoir un cœur de 20 ans, quand on en a 38, c'est-à-dire même 39, mais on dira 38, parce que quand les pompiers sont arrivés, ils n'ont pas dit qu'il avait 39 ans, mais 38 ans. Ils ont dit c'est un homme âgé de 38 ans, bon il en avait 39, peu importe ce qui s'est dit dans l'appartement, ils n'ont pas eu le temps de compter les années visiblement. Ils étaient occupés à le ramener à la vie. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que le médecin légiste explique que c'est la dernière chance. Il explique aux pompiers, il y a donc plusieurs personnes qui sont là à ce moment-là, et le premier pompier ne fait plus partie de l'intervention. Il explique, messieurs, c'est la dernière chance, on va quand même tenter, on va tenter de le réanimer, on va lui envoyer un coup de fibrillateur. Donc, on pourrait appeler ça, si vous voulez, une sorte d'électrochoc pour le cœur et tenter le tout pour le tout. Pourtant, ce qui est très étonnant, c'est que le certificat de décès est fait, on parle d'une embolie pulmonaire. Et à ce moment-là, quand on est dans une embolie pulmonaire, il n'y a aucun médecin qui ferait un coup de fibrillation, aucun médecin déposerait sur votre corps un défibrillateur. Un défibrillateur cardiaque. Aucun médecin légiste, aucun médecin du SAMU ferait ça quand un certificat de décès est fait, et deux, quand c'est une embolie pulmonaire et qu'il y a un caillot de sang dans les poumons, on n'a pratiquement aucune chance de ramener quelqu'un. Ce qui est très étonnant, c'est qu'alors qu'il y a un groupe médicalisé qui est là, plusieurs pompiers ne tentent pas justement d'ouvrir sa gorge, de faire passer un tuyau et de l'oxygéner. On sait que c'est l'intervention d'urgence qui est pratiquée au SAMU de Paris. Plusieurs années après la mort de Claude, des gens du SAMU de Paris qui avaient fait un article de presse dans des pages, oui, des pages people, mais intéressantes à lire, avaient expliqué qu'en principe, Claude devait être sauvé ce jour-là. Et que personne ne comprend pourquoi personne n'a donné l'ordre d'ouvrir sa gorge et d'enfoncer un tuyau pour récupérer de l'oxygène et le sauver. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Et le SAMU se posait la question, on pouvait le sauver, ça prenait quelques minutes, pourquoi on ne l'a pas fait? Et c'est justement ce pourquoi qui est intéressant, c'est parce que justement les médecins sur place, les pompiers n'ont pas fait ça, que la mort de Claude François est devenue suspecte en réalité. Suspect par rapport aux professionnels du corps médical, pas suspect par rapport au public qui connaît rien du tout, la plupart, sauf quelques personnes qui sont un peu instruites, vous avez peut-être appris quand même un peu l'anatomie, etc. Oui, quelques années après, éclate dans la presse, dans un journal People, un scandale. On pouvait sauver Claude François. C'était marqué en gros. Et un article explique en détail comment et pourquoi. Mais on doit comprendre que sur place, la mort de Claude François est annoncée à partir des pompiers et de la police comme un accident par une électrocution. Les journalistes donc vont déployer tout leur système journalistique de télévision et de radio pour nous parler d'un accident, appuyé par le témoignage de Kathleen, une soi-disant femme dont il vivait un parfait amour avec elle. Écoutez tout ça, je cherchais justement une fiche technique, tout ça est un petit peu grotesque, mais c'est pas grave, on reviendra sur cette fiche technique dans une prochaine émission parce que cette fiche est importante. Et à ce moment-là, la plupart des experts, qui sont quand même des docteurs, se posent la question pourquoi, puisqu'on pouvait sauver Claude François, personne ne l'a sauvé ce jour-là. Il suffisait d'y ouvrir la gorge et passer un tuyau. Pourquoi personne n'a tenté la dernière chance? Alors il y a une explication à ça, c'est que Claude François n'est pas mort comme on nous a dit, ni électrocuté, ni d'une embolie pulmonaire.
Et à ce moment-là, s'il n'a pas fait d'embolie pulmonaire, cela explique, si ce n'est pas une embolie pulmonaire, essayez de suivre ce que je vous dis parce que c'est important. Je répète donc, parce que c'est très important, s'il n'est pas mort d'une embolie pulmonaire, cela alors explique que tout n'a pas été tenté pour le sauver et qu'ils n'ont pas ouvert sa gorge et enfoncé un tuyau pour l'oxygéner. Parce que dans une embolie pulmonaire, eh bien, on pourrait le sauver de cette manière, expliquaient des médecins. Et ils ne comprennent pas, plusieurs années après la mort de Claude, pourquoi, puisque c'était une embolie pulmonaire, personne n'a fait cette intervention d'urgence qui lui aurait sauvé la vie en 2-3 minutes. Pourquoi ? Eh bien, l'explication, elle est très simple en fait. L'explication est que Claude François n'est pas mort électrocuté, 1, et 2, il n'y a jamais eu d'embolie pulmonaire. Non, en réalité, le cœur s'est arrêté pour d'autres raisons. Nous savons que quand quelqu'un absorbe une drogue, que ce soit de la cocaïne ou simplement un médicament, quand le pompier arrive, on doit le prévenir de ce qui s'est passé et pas lui mentir. Le mieux est de dire la vérité. Je vous le dis, si vous avez une star parmi vous, parmi vos amis, vous pouvez être ami d'une grande vedette. Si cette vedette est victime d'une overdose de drogue, de cocaïne ou accidentelle de médicaments, le mieux c'est de ne pas mentir aux pompiers. C'est dire aux pompiers la vérité. Voilà, il a pris quelque chose, on a acheté dans les poubelles des tas de médicaments, Sylvie Mathurin a évacué des médicaments, on ne voulait pas que les gens découvrent ça, il a pris quelque chose. Alors le pompier, qu'est-ce qu'il aurait dit? Bon, alors c'est pas la même intervention. S'il a pris quelque chose, ça peut arriver à tout le monde d'être stressé, de prendre une absorption médicamenteuse et de rajouter, de faire une overdose accidentelle. Même des personnes âgées prennent plusieurs fois le même médicament et se retrouvent à l'hôpital. Il n'y avait rien de méchant à cela, rien de grave à parler d'une overdose accidentelle médicamenteuse. Mais si le pompier avait été informé de cela, il n'aurait pas perdu son temps à faire un massage cardiaque. Non, parce que ça ne sert à rien. Si c'est une overdose de drogue, médicamenteuse ou réelle, par la cocaïne, il n'y a aucun moyen de faire de massage cardiaque. Si vous faites un massage cardiaque, le cœur repart et s'arrête environ 1 minute 15 et 1 minute 30 après être parti. C'est exactement ce qui a été constaté par la montre du pompier. Le cœur s'est arrêté exactement dans ces temps-là, liés aux overdoses de drogue de cocaïne. Précisons d'overdose de drogue de cocaïne et pas de médicaments où le temps est beaucoup plus large. Ainsi, on peut parler d'une overdose de drogue de cocaïne. On a du moins un élément, c'est la montre, qui en certifie le temps très précis et aussi le fait que le massage cardiaque n'a rien donné. Et le pompier s'étonnait qu'il soit mort. Il n'a pas compris après, puisque le cœur était reparti, pourquoi il a lâché. Pourquoi ? Une embolie pulmonaire, c'est ça qu'on dit. Le problème est que l'embolie pulmonaire n'est pas prouvée. Déjà, si on parle d'embolie pulmonaire dans la presse, et si c'est aujourd'hui la version officielle, le corps médical, plusieurs années après la mort de Claude, s'étonne. Pourquoi, si c'est une embolie pulmonaire, son corps n'a-t-il pas été oxygéné en ouvrant donc sa gorge, en glissant un tuyau, en tentant une oxygénation directement par les poumons? Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on ne l'a pas opéré sur place? Ça prenait 2 petites minutes à faire. Et tous les médecins, tous les pompiers connaissent ce système d'urgence, et surtout à Paris. Un pompier de Paris a un scalpel, il est équipé de matériel d'urgence, il peut faire une ventilation directement par les poumons. Et c'est ça le problème. La ventilation par les poumons n'a jamais été faite d'une façon directe. Et c'est parce qu'elle n'a pas été faite d'une façon directe qu'on peut dire que Claude François n'est jamais mort d'une embolie pulmonaire. Parce que si c'était vraiment vrai, alors si c'était une vraie embolie pulmonaire et si c'était la cause réelle de son décès, alors ils auraient tenté d'oxygéner les poumons en ouvrant sa gorge et auraient glissé un tuyau et auraient tenté le tout pour le tout. Parce qu'on ne doit pas oublier que le pompier était présent sur place, mais on ne doit pas oublier tous les autres pompiers qui sont arrivés après, et médecin légiste, et lui au moins aurait pu donner cet ordre. Et curieusement, alors qu'il y a une embolie pulmonaire constatée, qui lui est expliquée par le pompier, qui explique qu'il a fait une embolie, curieusement, le médecin légiste, alors qu'il a entendu que c'est une embolie, prend une décision bien étrange, une décision qui ne va pas avec le corps médical ni avec le SAMU de Paris. Il demande de continuer le massage cardiaque sur une embolie pulmonaire. Et ce n'est pas une décision que doit prendre un médecin légiste, car la décision qu'il doit prendre, et c'est là la polémique, il doit ouvrir la gorge, glisser un tuyau et ventiler les poumons. Voilà dans la mort de Claude François quelque chose
qui, dans un tribunal, serait entendu par n'importe qui, par n'importe quel médecin, n'importe quel SAMU de France, on serait d'accord là-dessus. Que le médecin légiste, si il n'ordonne pas la ventilation, s'il ne fait pas glisser un tuyau dans la gorge, en ouvrant sa gorge, s'il ne ventile pas d'une façon forcée, s'il continue de donner l'ordre d'un massage cardiaque sur une embolie, alors ils ont caché quelque chose dans sa mort, et surtout, c'était pas une embolie pulmonaire. Et ils le savaient tous, y compris les pompiers, ils étaient face à une overdose de drogue. Ce qui explique alors le docteur Elbaz. J'arrivais à chaque fois à temps pour sauver la vie de Claude François dans son appartement, mais cette fois-ci je suis arrivé trop tard, il est mort. Bon, il s'électrocutait pas tous les jours, c'est donc une overdose de drogue, médicamenteuse visiblement, puisque le docteur Elbaz fournit exclusivement des médicaments et pas de drogue dure. Donc, on peut peut-être un peu écarter la drogue dure. Et pourtant, on ne doit pas écarter la possibilité d'une véritable overdose par cocaïne. On ne doit pas écarter cette possibilité parce que Claude avait ouvert cette agence de mannequins et 70% des mannequins touchaient tous à la cocaïne. Tous. Même Dany, la chanteuse. On ne parle pas de la danseuse, on parle de la chanteuse, dont ses appartements étaient remplis de drogue. Elle a eu plusieurs perquisitions, elle a eu une poursuite, elle a été condamnée au tribunal, elle a eu que des problèmes. Cette chanteuse qui faisait partie des écuries Flèche, et oui, Flèche Productions, qui avait été produit aussi pour l'Eurovision et qui avait malheureusement pas le talent nécessaire que pouvait avoir Marie-Myriam pour L'Enfant et l'Oiseau, ou même France Gall. Mais quoi qu'il en soit, c'était une très bonne chanteuse et je respecte cette fille, j'aime beaucoup sa voix. Mais son appartement était rempli de drogue et il a été rempli de nombreuses années. Et que dire alors du témoignage de Patrick Juvet? Quelques semaines avant sa mort, il a expliqué, il y a même la vidéo sur YouTube, les maisons de disques, vous mettez quelque chose dans le verre. De quelle maison de disques il parle? Celle de Claude François. C'est lui qui donnait des boostants. On sait que c'est lui qui a inventé cette méthode des maisons de disques de mettre dans des verres des boostants. Patrick Juvet révélera que dans son verre, sa maison de disques mettait des boostants, le droguait de force. Et il révélera que c'était des boostants si forts que ça lui donnait envie de faire l'amour avec un tronc d'arbre. C'était des drogues très très fortes, des drogues vraiment fortes. C'était de la drogue, expliquera-t-il. Mais Claude François, c'est lui qui a inventé une partie du concept de la drogue en France, puisque c'est lui qui a commencé à donner à ses musiciens des boostants. Lui-même en prenait et les cachait dans une mallette noire, révélée, vous le savez, par Jacques Harvey. Jacques Harvey a vu ces médicaments interdits, a vu cette mallette noire et il a révélé ça dans le très beau livre de Jacques Harvey, qui est un ami de Claude et qui ne voulait pas le diffamer. Oui, Claude touchait à de la drogue et il se droguait, quoi que vous dites. Un homme ne peut pas avoir 3000 sortes de médicaments différents sans se droguer. Et on comprend alors que Sylvie Mathurin a ouvert un réseau pharmaceutique clandestin sans ordonnance. Parce que le problème, à un moment donné, les médecins de Claude ont dit « Désolé, mais là, il n'y a plus d'ordonnance possible. » On ne peut pas, après 3000 sortes de médicaments différents renouvelés régulièrement, on ne peut pas continuer de lui donner des ordonnances. C'est un peu compréhensible qu'on dit « stop ». Et alors, on comprend beaucoup mieux que le 11 mars 1978, quand Marie-Thérèse téléphone à 2 médecins généralistes, les 2 médecins généralistes expliquent que cette fois-ci, ils ne se déplaceront pas à l'appartement de Claude François. Ils ont refusé tous les 2 de se déplacer, bien que le docteur Elbaz a laissé plutôt entendre, lui, qu'il viendrait un peu plus tard, que c'était pas très grave. Ouh là là, vous allez me dire comment ça, pas très grave. Ah mais non, je crois que vous n'avez pas compris la mort de Claude François, c'était pas très grave. C'est ce que le docteur Elbaz pensait. Il a tellement l'habitude de venir pour Claude dans son domicile. Claude lui demande toujours des médicaments, c'est beaucoup trop. Donc il viendra plus tard. C'est pour une ordonnance, encore une ordonnance, une de plus, qui n'a pas l'habitude de venir chez Claude François et que presque en larmes il vous demande une ordonnance parce qu'il était comme ça. 2 médecins généralistes. Imaginez 2 médecins qui vont refuser de se déplacer. Vous croyez quand même pas que ces 2 médecins sont des fous?
Mais un médecin est attaché à l'ordre des médecins. Il doit se déplacer dans une urgence aussi grave qu'une électrocution et des doigts calcinés, carbonisés diront certains. S'il ne se déplace pas, si deux médecins généralistes qui font partie de cette profession honorable refusent tous les deux de se déplacer, c'est qu'il se passe quelque chose dans sa mort. Et ce qui se passe, c'est la drogue. C'est bien le problème, c'est une histoire de drogue, sa mort. Et les médecins, il n'est pas question pour eux de se déplacer pour donner une nouvelle ordonnance dont ils continueraient d'abuser de certaines drogues. On savait de toute façon que Claude était condamné. Il était condamné dès 1960, quand il a commencé, plutôt que manger, puisqu'il n'avait pas d'argent, à manger des médicaments. Parce que ce qui a été caché, c'est que quand Claude n'avait rien à manger, il mangeait des médicaments. Ça a été beaucoup caché. C'est que c'est vrai, à cette époque-là, il n'avait rien à manger, rien du tout, parfois même pas du pain. Et parfois, il n'avait rien d'autre que quelques médicaments dans ses mains, un peu de magnésium, des médicaments, des vitamines ou d'autres choses, et il absorbait le tout. Le problème, c'est qu'on ne peut pas manger avec des médicaments. Les médicaments sont des compléments alimentaires. Et ces compléments alimentaires ne remplacent pas un vrai repas. Et ne faites pas l'erreur de prendre uniquement des médicaments. C'est un complément, ça serait dangereux pour vous. Mangez vos repas absolument d'une façon normale. Un repas normal. Oui, Marie-Thérèse, malgré tout, est de bonne foi dans son témoignage. Elle est de bonne foi parce qu'elle explique que deux médecins ont refusé de se déplacer, dont quand même un médecin qui ne connaît pas Claude François très très bien. Il s'agit du médecin de Marie-Thérèse. Donc Marie-Thérèse appelle le médecin de Claude François, le docteur Elbaz, et elle appelle son médecin personnel à elle, qui de temps en temps connaissait quand même un peu Claude. Son médecin personnel explique qu'il y a beaucoup de monde, on est samedi. Vous savez que samedi, et oui, le samedi après-midi, les médecins ne travaillent pas. Bon, à Paris, certains quand même font des heures de garde, de service, c'est obligatoire à Paris. Mais en province, pas du tout, en tous les cas, ou très rarement. Et ce qui se passe, c'est que le premier médecin généraliste, qui est attaché à l'ordre des médecins, refuse de se déplacer. Pourquoi il refuse? Parce qu'il sait pourquoi il va se déplacer. Il va se déplacer pour effectuer une ordonnance, pour que quelqu'un puisse aller en urgence à la pharmacie prendre encore une de ces saloperies de drogue que Claude prenait. Et ce médecin sait très bien qu'il se déplace pour ça. Pas question, dit-il, il ne viendra pas. Pareil pour le docteur Elbaz. Vous pensez bien que si c'est une électrocution et qu'il a des doigts carbonisés, pourquoi ces deux médecins refuseraient de venir? Imaginez, vous êtes un médecin, on parle de deux médecins. Vous recevez un appel de Marie-Thérèse, elle vous explique qu'un homme a les doigts carbonisés, il vient de s'électrocuter. Et vous dites, non, moi je ne me déplace pas. Vous allez me dire, ah oui, là on comprend. Ah bah oui, pour comprendre, vous comprenez, mais un peu tardivement. Si je vous explique pas tout en détail, vous allez rien comprendre de cette mort. On doit vous montrer des clichés images pour comprendre cette mort. Et dans ce cliché image, on a Marie-Thérèse. Imaginons que Marie-Thérèse me téléphone, je suis médecin. Allô, oui, je vous appelle, Claude a les doigts carbonisés, calciné, il vient de s'électrocuter dans sa salle de bain, ça m'a l'air assez grave, il a perdu connaissance, on a traîné son corps, venez vite, il a besoin de votre aide. Non, madame, je ne me déplace pas, trouvez quelqu'un d'autre. J'ai du monde à la salle, et voilà, il y a plein de gens qui sont en train d'attendre, je peux pas me déplacer, je suis désolé, non, trouvez quelqu'un d'autre. Marie-Thérèse téléphone à un deuxième médecin, le docteur Elbaz. Je vais donc me mettre à la place du docteur Elbaz. Allô, docteur Elbaz, j'écoute. Ah, Marie-Thérèse, comment vous allez? Comment c'est un problème? Que se passe-t-il? Claude? Ah bon? Électrocuté? Oh, mais écoutez, c'est pas possible. Des doigts carbonisés, vous me dites? Ouh là là! Ben écoutez, je ne peux pas me déplacer maintenant, mais ce que je vais faire, je me déplacerai un peu plus tard. Donc, dites-lui que je vais venir un peu plus tard, qu'il ne s'inquiète pas. Voyez, si je ne vous montre pas un cliché de la réalité, je ne dirais pas que vous êtes incapable de la comprendre, ça serait méchant. Ça serait, de ma part, irrespectueux. Et je suis un homme très respectueux des autres. Non. Ce que je vous explique, c'est que ce genre d'image, où on se met à la place du docteur Elbaz, nous montre que ces deux médecins, il n'y a pas d'histoire d'électrocution.
Aucun des deux médecins a entendu au téléphone que Claude François s'était électrocuté, qu'il avait des doigts carbonisés, qu'il avait perdu connaissance, que son corps avait été traîné de la salle de bain à la chambre, qu'il ne réagissait plus, qu'il était les yeux retournés, parce qu'il avait les yeux retournés, qu'il avait des pris de convulsions aussi. Oui, de convulsions, il avait été pris de convulsions, que Kathleen faisait un premier massage cardiaque, de venir en urgence. Non, si vous dites tout ça à un médecin, il ne va pas vous dire « je ne viens pas ». Aucun médecin vous dira ça. Non, parce qu'il risque d'être rayé de l'ordre des médecins. Ça, en cas d'une urgence comme ça, un médecin doit interrompre toutes ces consultations et expliquer aux gens, je vous mets en attente une petite demi-heure, il y a un gros problème, je ne me déplace pas très loin, si c'est très grave, j'appelle les secours, si je ne peux pas réanimer la personne, vous attendez en attendant. Voilà, je reprends ma consultation, il ferme son cabinet et il va en urgence voir la personne. Et là, 2 personnes refusent, mais ils refusent. Nous savons pourquoi. Que dira le docteur Elbaz quand il arrive plusieurs heures après, environ 2 heures après? Il explique devant un journaliste, j'arrivais à chaque fois à temps pour sauver la vie de Claude François dans son appartement, mais cette fois-ci je suis arrivé trop tard, il est mort. Voilà, on n'est pas dans une électrocution. Claude ne s'électrocutait pas tous les jours dans son bain, on est dans une affaire de drogue. Dans une affaire de drogue ou médicamenteuse, ou pire. Claude était accoutumé peut-être à la cocaïne depuis quelque temps à cause de son mannequinat. Il est possible que même Kathleen ait caché la vérité et qu'elle prenait des doses de cocaïne et que peut-être elle a voulu faire goûter à Claude une dose de cocaïne pour qu'il essaye et la première dose lui a peut-être été fatale. Peut-être qu'en effet il n'en prenait pas et qu'à la première dose il est mort. On ne doit pas oublier, et on ne va pas accuser Jodassin parce que je l'aime infiniment, que Claude s'était rapproché du clan Dassin, du clan Jodassin, et que pratiquement ses plus belles émissions, il les avait fait avec Jodassin. D'ailleurs, il se dira qu'il était devenu un ami de Jodassin. On sait qu'il était passé dans cette émission très belle avec Patrick Sébastien, donc je le salue, puisque j'ai vu ta vidéo, Patrick, de ta tournée d'été où tu étais très heureux, tu étais bien, et j'étais heureux de te voir. Tu fais pas ton âge ? Il dit qu'il a plus de 70 ans, mais tu les fais pas. C'est les cheveux blancs qui paraissent plus âgés, parce que tu te mets des cheveux bruns, tu les fais pas. Patrick Sébastien, un grand humoriste français que nous aimons tous, et qui adorait Claude François. D'ailleurs, il avait fait une émission où il imitait Coluche, et devant Claude, il avait fait une imitation de Jodassin, et Claude François lui avait dit « Je préfère, c'est vrai quand tu fais l'imitation de Jodassin, que quand tu m'imites moi ». Donc Patrick Sébastien, très ami avec Claude François. Et qui a eu une longue carrière et qui continue. Oui, on doit comprendre que Claude s'était rapproché du clan Dassin. Il voyait de plus en plus Jodassin, ça a été caché, il a fait plusieurs émissions avec lui, et à cette époque-là, Jodassin était dans la cocaïne, c'est vrai jusqu'au cou, c'est sa compagne, sa femme, et oui, sa femme, qui va révéler qu'il touchait à la cocaïne. Écoutez, il touchait par désespoir, par chagrin, par difficulté, le fait de ne pas dormir beaucoup. C'est un artiste, Jodassin, on doit comprendre qu'il dormait 3 heures par nuit. C'était quelqu'un qui dormait 3-4 heures par nuit, il dormait très très peu. Donc il était tout le temps sur les routes, tout le temps à chanter, tout le temps. Il avait besoin de ça. Et d'ailleurs, il avait dit que c'était pour ça qu'il en prenait. Et peut-être après pour le plaisir, qui peut dire. Mais Claude se rapproche de Jodassin. Et donc il n'est pas impossible qu'à un moment donné, Jodassin lui ait proposé une petite dose pour essayer. Et on doit même penser qu'en effet, cette histoire de drogue a commencé là, par la rencontre avec Jodassin, où Jodassin lui a proposé un petit quelque chose pour tenir le coup, parce que Claude avait de plus en plus des chagrins liés à la séparation de ses enfants. Et dans le film de Samy Pavel, on entend un document sonore terrible où Claude pratiquement pleure au téléphone de la séparation de ses enfants. Donc, est-ce qu'il touchait à de la cocaïne, de la drogue dure? S'il a touché à la drogue dure, c'est par sa rencontre avec Jodassin. Parce qu'on doit savoir que dans les écuries flèches, il y avait de la drogue. Il y en avait beaucoup. Il y avait Dany, la chanteuse, où elle était perquisitionnée plusieurs fois par la police française et on a découvert de la drogue. Bon, il n'y avait pas qu'elle, dans le showbiz, il y a beaucoup de drogue dans le showbiz. Et donc on sait que Claude avait beaucoup d'amis qui touchaient à de la drogue, et de la drogue dure, pas des petites drogues. Claude aimait aussi certaines personnes qui touchaient à des drogues fortes, comme Mick Jagger. Il était très fan de Mick Jagger. Bon, on n'est pas fan d'un artiste comme ça que pour la musique. Parfois on l'est pour
d'autres raisons aussi. Mais moi j'aime bien Mick Jagger et j'aime bien sa musique, alors je dirais pas de mal de lui, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. D'ailleurs j'ai vu le mondial de football et j'ai vu qu'il était triste que l'équipe d'Angleterre ait pas été championne du monde. Donc Mick Jagger, un grand artiste. Mais Claude avait autour de lui beaucoup de gens qui touchaient à de la drogue. Et on n'a pas parlé assez de l'univers de Claude-François et de la drogue. Une personne a essayé d'en parler à sa Claudette, c'est-à-dire Carole Plumel, et elle a essayé de mettre les points sur les i dans une réponse, bon, la drogue, il y en a partout, il n'y a pas que lui. Et pourquoi on l'accuserait lui d'être un drogué? En deux mots, c'est ça. Mais c'est vrai que sa rencontre avec Jodassin pourrait avoir influencé Claude à toucher à ses premières doses de cocaïne pour se détendre, pour essayer. En tous les cas, revenons au problème médical. Quand le médecin légiste demande d'aller chercher à l'ambulance un défibrillateur cardiaque, chose que ne dit pas dans l'agenda Fabien Lecoeuvre, il passe tout ce côté intéressant, il n'en a pas dit un mot de ce médecin légiste. Donc le groupe de pompiers redescend l'immeuble, va chercher un défibrillateur cardiaque, remonte l'immeuble, bon tout ça, ça fait perdre quelques minutes, mais bon, on sait que quand quelqu'un meurt, même si le cœur est arrêté 30 minutes, on peut le ramener à la vie. Les médecins le savent. Demandez à des urgentistes, on vous dira dans une certaine mesure s'il prenait son bain, s'il s'est rincé à l'eau froide, puisque Claude se rinçait tout le temps à l'eau froide. Donc dans une certaine mesure, oui, forcément. Forcément, oui. D'ailleurs, on doit signaler ce petit détail. Kathleen expliquera que quand l'eau du bain s'est écoulée, bon, on sait que on a besoin d'un certain temps et que c'est vrai que ce temps ne colle pas au témoignage de Marie-Thérèse dans la collection officielle, où on a prouvé qu'il s'écoule 1 minute entre le moment, peut-être 2 minutes maxi, entre le moment où Marie-Thérèse monte sur la terrasse, qu'elle entend un cri, qu'elle redescend, il s'écoule que 2 minutes, entre le moment où Claude était à la cuisine et le moment où il va prendre son bain. Donc déjà, écouler l'eau du bain, on a besoin de plusieurs minutes. Et de toute façon, quand l'eau du bain est écoulée, Claude finit toujours par une douche froide. Donc il aurait terminé par une douche froide, glacée, et donc il n'y aurait pas eu l'eau du bain qui s'écoulait, comme Kathleen le dit. Sa version est irréelle, elle n'existe pas dans la réalité. Elle ne connaît pas Claude-François, elle n'a pas vécu avec, elle ne savait pas que le chanteur, quand il termine une douche ou un bain, il finit toujours par de l'eau glacée, pour rester jeune. Et le temps qu'il prend, il fait couler la douche doucement, pour que l'eau glacée effleure son visage, et donc le temps qu'il fasse écouler cette douche glacée, il ne reste généralement plus du tout d'eau dans la baignoire. Et en tous les cas, il ne pourrait pas rester l'eau du bain. Puisque quand il termine avec une douche tout le temps. Il utilise sa douche d'eau froide. Donc il ne termine jamais un bain, comme elle l'a expliqué. Que juste après le bain, elle lui donne une serviette, l'eau du bain était encore dans le bain, tout ce qu'elle explique n'a jamais existé et n'a jamais été confronté dans une cour de tribunal à personne. Sa version est une version qui n'existe pas, qui ne tient pas compte de la réalité, qui ne tient pas compte de la vie de Claude-François, qui n'aurait jamais terminé un bain comme ça, puisqu'il se terminait à l'eau glacée pour rester jeune et beau. Et il ne pouvait pas faire autrement, parce que l'eau tiède lui abîmait la peau, et séchait sa peau aussi. Tous ces petits détails, on doit les connaître. Quand le deuxième groupe de secouristes qui n'apparaît pas dans l'agenda, qui parle de la mort de Claude-François, on est étonné que Fabien Lecoeuvre ne parle pas de ce deuxième groupe, qui était quand même composé de 3 pompiers, un médecin légiste, d'une ambulance en bas de l'immeuble, que 2 pompiers sont descendus en bas de l'immeuble chercher un défibrillateur, puis sont remontés, enfin tout ça aurait été intéressant dans l'agenda, et pourtant, pas une ligne. Pas une ligne apparaît dans l'agenda de tout cela. Et d'ailleurs, pas une ligne non plus sur Madeleine Ken, le dernier amour de Claude-François. Et oui, c'est elle et c'est pas Kathleen. Pas une seule ligne sur son dernier amour. On nous parle que le dernier amour, c'est cette fille dans la presse qui va faire un témoignage sensationnel et dans la presse et dans un film documentaire. Mais malheureusement, vous allez voir dans ce document historique de Valéry Giscard d'Estaing qu'il est mis dans la confusion. Il expliquera, et vous allez entendre, je préfère que vous entendiez ce document historique, que je n'interprète pas les choses à ma manière. Pour lui, je résume un peu, il explique que cette mort lui a semblé monter. Quelque chose n'allait pas dans cette mort. Il a demandé, souvenez-vous, une autopsie qui a été refusée par la famille François. On sait que c'était déjà un aveu
que l'autopsie devait révéler quoi? Devait révéler la prise de sang, une overdose de drogue ou tout ce qui est lié à de la drogue ou à des médicaments. Donc quand on refuse que du sang soit prélevé dans un corps, eh bien c'est qu'on sait que c'est pas une électrocution. Quand un médecin légiste continue un massage cardiaque avec 3 pompiers sur une embolie pulmonaire, là, dans un tribunal, vous ne pouvez pas présenter une histoire comme ça. Vous ne pouvez pas présenter une histoire comme ça qu'un médecin légiste continue de donner un ordre sur une embolie pulmonaire d'effectuer un massage cardiaque. Ça n'existe pas. Il n'existe aucun médecin légiste au monde qui donnerait un ordre à 2 ou 3 pompiers de continuer, c'est-à-dire de faire un nouveau massage cardiaque sur une embolie pulmonaire, puisque le certificat d'essai était déjà fait et que le pompier avait dit au médecin légiste « il m'a lâché des mains, c'est une embolie pulmonaire ». Et là, vous présentez cette histoire dans un tribunal. Votre histoire, en quelques secondes, elle est démolie. Tous les gens du SAMU vous diraient « attendez, vous nous expliquez qu'un médecin légiste de Paris, du SAMU, dans une embolie pulmonaire, attesté, prouvé par un autre pompier qui lui dit « c'est une embolie, il vient de me lâcher », ce médecin, plutôt que d'ouvrir la gorge, enfoncer un tuyau et ventiler sa poitrine, décide de transporter le corps pour faire un nouveau massage cardiaque sur une embolie pulmonaire. Eh bien, vous présentez une histoire comme ça dans un tribunal, ça passe pas. Ça passe pas, ça peut pas passer. Même tous les médecins de France vous le diront, même un simple généraliste vous le dira, mais c'est pas possible. Un médecin légiste peut pas donner un tel ordre. Ça n'existe pas. Si c'est une embolie pulmonaire, le seul ordre qu'il peut donner, c'est ventiler les poumons de force. En utilisant un scalpel, en ouvrant la personne, en plaçant un tuyau dans la gorge, en le descendant dans la poitrine, en ventilant de force pour justement désencombrer le sang. Et voilà, c'est ça le point le plus important de notre série d'émissions. Et le point le plus central et le plus important, c'est ça dans cette série. C'est le cœur de cette série d'émissions. C'est qu'un médecin légiste fait quelque chose qui est inhabituel. Mais pas si inhabituel que ça si on est dans une overdose de drogue ou médicamenteuse ou de cocaïne. Nous nous quittons avec un document historique de Valéry Giscard d'Estaing. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Alors je vais couper ma caméra, restez avec nous et écoutez bien ce document historique. Monsieur le Président, une question pour France Dimanche, une question fâcheuse. Pensez-vous que Claude François pouvait se sortir de ce piège, de cette salle de bain, de cette applique murale au-dessus de son bain? Certains disent qu'il l'a touché par un geste d'énervement. Qu'en pensez-vous? C'était vraiment un vrai piège dans lequel personne ne pouvait se sortir, parce qu'on trouve quand même étrange que vous savez, il y a l'instinct de survie, il existe tellement de choses qu'on ne peut même pas imaginer qu'il se soit laissé mourir comme ça dans son bain. Je vous écoute, Monsieur le Président, si vous avez une réponse à me donner. Dans une enquête, voyez-vous, il n'y a pas de place au hasard et je préfère bien sûr mener cette enquête, une enquête minutieuse, détail par détail. L'applique en elle-même ne présentait aucune difficulté majeure pour que même un enfant parvienne à se sortir de ce piège. Cette applique, on imagine mal, mais possédait une sorte de poignée, donc il était très facile avec une serviette de toutes ses forces de l'arracher, puisque nous savons que cette applique était mal fixée, donc il était très très facile vraiment de la sortir du mur par un geste violent, et surtout quelqu'un qui est en état de survie, je pense à ce moment-là, serait sur le point de sortir tout ce qu'il a en lui pour vivre plutôt que mourir. Mais un suicide n'est pas écarté dans l'enquête qu'il ait décidé de cette manière d'en finir. Ce qui paraît quand même un peu étrange de choisir une électrocution plutôt que se jeter de l'immeuble, où il était sûr d'en finir et d'avoir surtout la première page médiatique.
Non, le suicide a été écarté pour cette raison, parce qu'il vivait au dernier étage et qu'il était facile pour lui de sauter de sa fenêtre plutôt que de s'électrocuter et de choisir une mort un peu pénible, un peu douloureuse aussi, parce que l'électrocution est quand même plus dure à supporter qu'une personne qui se jette par la fenêtre, dont nous avons écarté dans cette enquête le suicide. Mais pour cet aptique, c'est pour ça que cette histoire n'est pas claire. Il était possible de se dégager très facilement et on ne comprend pas la version de Marie-Thérèse, puisque c'est elle qui a fait tous les témoignages de la mort de Monsieur François et à ce jour, nous n'avons toujours pas la version de Cataline. Nous ne connaissons pas sa version exacte, puisqu'elle était hors d'état d'elle pour nous l'expliquer. Heureusement, Marie-Thérèse, qui parle l'anglais très bien, la police, c'est vrai, avait des difficultés à comprendre l'anglais, et je pense qu'elle nous a aidés dans cette enquête, mais on pourrait y voir quelque chose de plus malicieux, l'idée de diriger l'enquête dans un sens. Comme nous n'avons pas entendu les deux témoins, nous ignorons en effet le sens de l'enquête réelle. Et si quelqu'un n'a pas voulu, par une sorte de superfuge, nous diriger dans une direction qui n'est pas la vraie direction. Mais sur cette applique, puisque la question tournait autour de cela et pas d'une autre, non, il n'y avait aucun piège majeur dans son bain à se dégager d'une applique qui était au-dessus de lui, à portée de sa main, bien qu'il devait quand même monter sur le rebord de la salle de bain pour y avoir accès complètement. En tous les cas, c'est ce qu'il a semblé, c'est ce qu'on a pensé. On imagine mal cette position un peu de crabe. Oui, c'est une position de crabe, de monter sur un rebord de salle de bain, redresser une applique puisqu'elle était quand même assez haute sur le mur, presque tout en haut du mur. Donc on imagine mal en position de crabe dans une telle situation. Puis surtout, si vraiment ses doigts restent collés, il lui suffit de se laisser tomber en arrière pour se détacher immédiatement par le poids de son corps. Ainsi, il y a plein d'incohérences dans les versions des témoins qui montrent, selon nous, que l'électrocution, c'est quelque chose qui a été plus ou moins monté. Nous ne croyons pas que l'histoire est réelle. Nous pensons qu'on nous a présenté un scénario et plus on a vérifié la profondeur de scénario, moins on a vu que les choses étaient claires. Pour nous, la mort de Claude François n'est pas claire et je peux vous dire que quand j'ai clos l'enquête, je n'ai jamais fermé cette enquête avec la certitude qu'il était mort électrocuté. Quand j'ai fermé l'enquête, la certitude était même totalement inverse, parce que j'ai demandé donc à sa famille une autopsie qui m'a été refusée. Je crois que toute l'enquête se résume à une autopsie refusée, qui, selon nous, à l'Élysée, est une preuve formelle qu'ils ont caché quelque chose, que ce n'est pas une électrocution, et que quelque part, on doit le dire, sommes-nous les dindons de la farce dans une histoire qui ne les concerne pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est une histoire qui a mal été montée, il y a des erreurs dans leur scénario. Les erreurs sont très très importantes. Comme je vous l'explique, on ne peut pas s'imaginer que Monsieur François est monté sur le rebord de salle de bain en position de crabe pour redresser une applique. Je veux dire que ça n'a aucun sens. Et donc, nous voyons que c'est une histoire qui, selon nous, a été quand même montée et qu'il est mort, je pense, en toute sincérité, liée à une absorption de quelque chose. Il a pris quelque chose avant de prendre son bain. Il s'est effondré suite à cette petite chose qu'il a pris un peu forte et qu'il avait l'habitude de prendre avant de partir en télévision ou de monter sur scène. Mais là, c'était une faute trop et il s'est effondré. Et nous pensions avoir trouvé quand même la vérité dans sa mort. Et vous la transmettre, c'était pour nous l'essentiel.